si ça marche ou pas. Au nom des membres de l'association des pneumologues privés de la région de Marrakech, donc je tiens à vous souhaiter les bienvenus. C'est toujours un plaisir de voir des gens qui viennent de loin, et même de France. Et donc, j'espère que malgré la contrainte du festival de films et tout ce que suit, j'espère qu'on arrivera quand même à passer un bon congrès, sachant qu'on a tout fait pour concocter un joli programme avec des orateurs de renom. Et donc, on a 48 heures à passer ensemble. Donc, on a essayé de faire respecter le temps le plus possible parce que ça fait partie des éléments de succès d'un congrès. Donc, pour ne pas tarder, parce qu'on a déjà pris 5 minutes de retard, donc je vous invite à assister à ce cours de perfectionnement qui sera animé par le professeur Tazi Abdeltif, que vous connaissez tous, qui est chef de service à l'hôpital Saint-Louis à Paris, qui est vice-doyen et qui est un expert dans l'histiocytose X. C'est une référence mondiale. Donc, je l'invite bien sûr à venir prendre place. J'invite aussi nos amis modérateurs, professeur Bouchentouf, qui est pneumologue à l'hôpital militaire, qui va prendre la modération, et le professeur Louali, qui est radiologue au CHU de Marrakech, qui vont modérer cette séance. Donc, je vous souhaite une très bonne séance. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Asdine. Je tiens d'abord à féliciter l'association pour l'organisation de ce congrès. C'est toujours un plaisir de venir. Ça fait des années. Je crois que j'ai fait la première réunion d'une autre association qui avait été fondée par Asdine Mohammadi. Donc je ne suis pas un fan des estrades, donc je vais descendre. Et si je peux avoir le micro, très bien. Donc, le perfectionnement, ça doit être interactif. Donc, sur une estrade, on ne peut pas bouger, on peut tomber. Ce que je vous propose, j'ai gardé pour ceux qui ont peut-être déjà assisté à cet exposé, la même trame initiale qui va nous prendre à peu près, je crois que j'ai 1h30, 45 minutes, parce que cette trame, après y avoir réfléchi pendant des années, représente ce que j'ai pu faire de mieux pour dérouler les différentes étapes d'une démarche diagnostique des pneumopathies interstitielles. Et donc, ça me paraît important que l'on dise cette démarche progressive. Et puis, dans la deuxième partie, j'ai mis quelques cas cliniques. La trame elle-même comprend des cas cliniques. Et à la fin, j'ai mis des cas cliniques qui vont vous paraître a priori un peu difficiles par les pathologies qu'ils traitent. Et mon objectif, c'est de montrer que même quand les pathologies sont difficiles, avec une approche pragmatique, on peut faire le diagnostic, même quand on est très jeune. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Pour commencer, il faut qu'on sache de quoi on parle. Donc, vous savez que les pneumopathies interstitielles sont un groupe d'affections qui, initialement, s'appelait interstitielle parce que, stricto sensu, elles concernaient l'interstitium pulmonaire. Et l'interstitium pulmonaire, c'est ça, c'est-à-dire les axes c'est le tissu conjonctif dans les axes bronchovasculaires, dans les septa interlobulaires, dans les cloisons alvéolaires, je ne sais pas pourquoi on ne voit rien avec ce truc, et dans les régions sous-pleurales. Donc ça, c'est l'interstitiel, l'interstitium. Mais en réalité, comme je vous le voyais dans le bas de cette diapositive, eh bien, on a utilisé par extension le terme de pneumopathie infiltrante. Les Anglais appellent ça pneumopathie infiltrative. Ce n'est pas tout à fait français, infiltrative, parce que ces pneumopathies infiltrantes diffuses
interstitielles ont souvent une composante des voies aériennes associée ou des composantes alvéolaires. Donc ces pneumopathies diffuses, finalement, infiltrantes diffuses, qui est le terme qui prévaut, et on ne se limite pas à l'interstitium. Alors j'ai mis quelques petits mots simples de à quoi c'est dû. Et ce n'est pas pour rien que j'ai commencé par l'infiltration par de l'œdème, parce qu'un des fils conducteurs va être de ne pas méconnaître l'insuffisance cardiaque gauche, qui est une très belle image de pneumopathie interstitielle qui se guérit facilement. Des cellules inflammatoires, des cellules mésenchymateuses, du tissu conjonctif, des cellules tumorales, etc. Alors, les plus jeunes, quand ils ont affaire aux pneumopathies infiltrantes diffuses, sont un peu effrayés parce que le nombre de maladies est très important et on ne sait pas par quelle porte rentrer. Alors, il y a différentes portes. On peut rentrer par une porte radiologique, scanographique. Le scanner, comme vous allez le voir, a été une véritable avancée majeure dans l'approche de ces pneumopathies infiltrantes, dans leur description sémiologique et parfois diagnostique. Une façon de faire aussi, c'est de les classer en fonction du fait qu'elles aient ou qu'elles n'aient pas de cause connue. Les causes secondaires, j'ai mis les agents infectieux en premier. C'est un sujet qui ne va pas tellement me concerner aujourd'hui, mais n'oubliez pas que les pathologies infectieuses sont une cause de pneumopathie infiltrante, notamment les mycobactéries atypiques ou typiques, la miliaire tuberculose, une pneumopathie infiltrante diffuse, ou les mycoses comme la pneumocystose. L'environnement, c'est très important. Vous voyez d'emblée qu'il y a des substances minérales organiques. Les pathologies sous-jacentes, notamment les pathologies tumorales, carcinomateuses ou lymphoïdes, une connectivité éventuellement, les substances exogènes, vous montrerez un exemple, les médicaments, les troubles métaboliques, et puis par opposition, on avait les pneumopathies infiltrantes diffusides primitives. Et en fait, cette classification n'est pas extraordinaire. Il y a un élément important, en première approche, c'est le mode d'installation. Vous avez les pneumopathies infiltrantes aiguës, qui ne sont pas le sujet du jour, qui sont grossièrement des maladies de réanimation, en jour ou en semaine, et les pneumopathies plus chroniques. Alors, vous voyez que d'emblée, j'ai rajouté attention au cœur, quelle que soit la forme de pneumopathie infiltrante, aiguë ou chronique, vous devez vous poser la question de l'insuffisance cardiaque éventuellement intriquée. Alors, en première approche, la difficulté est très variable. Si on prend la liste, les textbooks sur les pneumopathies interstitielles, vous aurez 200 pathologies, donc c'est un peu compliqué de connaître 200 pathologies. Il faut tenir compte de votre épidémiologie locale. Si vous travaillez dans un centre anticancéreux, à l'évidence, les pathologies tumorales et infiltrantes vont être une cause fréquente, de même que les pathologies médicamenteuses et les pathologies infectieuses par immunodépression. Si vous travaillez dans une région agricole, il va falloir prendre en considération les pneumopathies du poumon de fermier, par exemple. Donc j'insiste sur le mode d'installation et sur le terrain immunologique. Alors le terrain immunologique, vous aurez cet après-midi par Louis-Jean Coudert ou demain un exposé sur les atteintes pulmonaires des patients immunodéprimés. Je crois que pratiquement tout le monde est plus ou moins immunodéprimé. Ce que je veux dire par là, c'est que l'immunodépression, quand elle est flagrante, les gens ont des chimiothérapies, des traitements de maladies hématologiques, c'est évident, mais sachez que vos patients qui ont des corticoïdes à faible dose peuvent être aussi immunodéprimés. Et donc les pneumopathies infiltrantes des immunodéprimés, qui n'est pas non plus mon sujet, mais c'est important à l'avoir en tête parce que dans la discussion, les malades ne viennent pas avec juste une maladie, ils ont une connectivité, une PID, la question va se poser, ils sont sous traitement anti-TNF, qu'est-ce que c'est la cause? Est-ce que c'est une infection? Est-ce que c'est la connectivité? Donc c'est dominé par les germes intracellulaires, la pneumocystose et les pneumopathies virales. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les pneumopathies infiltrantes diffuses chroniques du sujet que j'ai dit non ou peu immunodéprimé. Et donc je vous ai mis une liste dont la police décroît progressivement, non pas par fatigue de ma part, mais parce que c'est la fréquence qui diminue. Si on prend les pneumopathies infiltrantes diffuses primitives, les deux plus fréquentes, je ne sais pas ce que se passe là-dedans, c'est la fibrose pulmonaire idiopathique et les autres pneumopathies infiltrantes fibrosantes, et la sarcoïdose. Ensuite, vous avez la lymphangite, les connectivites, etc. Et vous voyez qu'il y a une liste qui sont les principales étiologies, mais il y en a d'autres. Alors, pour commencer, je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous rappeler cette classification qui est maintenant assez ancienne, histologique, nosologique, des pneumopathies infiltrantes diffuses fibrosantes
idiopathiques, mais qui peuvent s'associer à d'autres maladies, qui a été faite par la Société américaine et européenne. Et vous voyez que vous avez la fibrose pulmonaire idiopathique, la pneumopathie interstitielle non spécifique. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de truc là. Les pneumopathie du tabac, respiratoire et bronchiolite et maladie des squamatives. La pneumonie organisée, qui à l'évidence est une maladie alvéolaire et pas interstitielle. Les pneumopathies aiguës qu'on va mettre de côté. La pneumopathie interstitielle lymphoïde et une entité qu'il faut que vous ayez en tête parce que vous pouvez la rencontrer. C'est la fibroélastose pleuropulmonaire et je vous montrerai un cliché tout à l'heure. Et puis il y a les formes inclassables. Cette classification est utile sur le plan de la prise en charge des patients. Alors, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de... Je vais essayer de prendre le mien. Alors, je vais commencer par une histoire à rebondissement qui va nous permettre de dérouler l'ensemble des étapes d'une démarche diagnostique d'une pneumopathie interstitielle. Il s'agit d'une patiente qui a 57 ans. Alors, tout ce qui est marqué est important. Rien n'est caché. Le cours de perfectionnement se veut quand même un peu interactif. Je sais pas si je peux avoir ça. Ça marche pas. En fait, c'est sur l'écran qu'on voit rien. Le blanc ne marche pas. Bon, quoi qu'il en soit, donc cette femme qui est non fumeuse, elle a une dyspnée rapidement progressive, c'est-à-dire qu'elle s'est installée en 3-4 semaines. Elle tousse, elle est essoufflée depuis 2 mois. Elle a des pics fébriles avec des arthralgies. Elle crépite, elle a des couinements inspiratoires, elle reçoit des antibiotiques, à juste titre, d'abord une bêta-lactamine, puis une quinolone. Elle est assistante maternelle, ça veut dire qu'elle n'a pas d'exposition professionnelle, et elle n'a pas grand-chose comme antécédent. Okay. Et donc, vous continuez dans l'examen, je ne vous ai pas montré la radio, parce qu'on ne voyait pas grand-chose. La biologie usuelle, on discutera ce que c'est que la biologie usuelle et sans particularité. Elle a eu une sérologie VIH qui était négative. Elle n'a pas de notion familiale. Donc vous voyez, c'est déjà une notion importante qu'il faut poser comme question systématiquement. Elle n'a pas de signes extrathoraciques. Les arthralgies n'étaient pas des signes cliniques, physiques, persistants extrathoraciques. Elle avait mal aux articulations, quoi. Et elle est adressée avec ce que je vous montre là, c'est-à-dire une CPT à 61%. C'est tout ce qu'on a. Une DLCO à 30%, des gaz du sang que vous voyez, 50 de PO2. Et elle vous dit que 6 mois avant, elle a eu un truc qui ressemblait. Et donc, a priori, et là, il faut que les plus jeunes participent, avec ça, on est capable de proposer des diagnostics. Et donc, je vous ai mis quels sont les éléments qui sont les plus pertinents dans l'observation. L'objectif n'est pas de piéger qui que ce soit, mais de se passer en revue les points clés qui sont marqués, qui vous donnent des indications. Alors, participation. En fait, cette dame est non fumeuse. C'est déjà pas pour rien qu'on l'a dit. Deuxièmement, elle a une installation progressive rapidement, elle tousse, elle a des arthralgies et des pics fébriles, ce qui n'est pas habituel dans les pneumopathies infiltrantes diffuses chroniques de type fibrose idiopathique, par exemple. Elle a des crépitants, donc elle a une atteinte périphérique. Elle a des couinements, c'est les fameux squeaks. Et donc les squeaks, c'est l'atteinte bronchiolaire. Elle a une altération profonde de la DLCO, 30%. Elle est hypoxémique et elle a un antécédent similaire avec une biologie usuelle normale. Avec un antécédent similaire. Donc il n'y a pas 36 maladies qui donnent ça. Si je prends les 3 maladies principales, comment? La pneumopathie d'hypersensibilité, la pneumopathie eosinophile, la pneumopathie organisée. Alors, la pneumopathie eosinophile, elle n'a pas d'éosinophile. Est-ce que c'est une pneumopathie organisée ou est-ce que c'est une pneumopathie d'hypersensibilité? Avec le tableau de couinement, c'est possible que ce soit une pneumopathie d'hypersensibilité, mais on est entre les deux. Alors les pics fébriles, ça se voit dans les deux, aussi bien dans une pneumonie organisée que dans une pneumopathie d'hypersensibilité. Donc vous voyez que finalement, assez vite, de la longue liste que je vous ai montrée, on a rétréci à 3 diagnostics, on en a enlevé un avec les eosinophiles, mais on va continuer à avancer. Donc ça, c'est l'élément clé
Pas de notion familiale, non fumeuse, parce que les pneumopathies d'hypersensibilité se voient plus souvent chez les non-fumeurs. Et puis la notion d'installation progressive rapidement, les pics fébriles, l'atteinte bronchiolaire, l'altération profonde de l'hématose, alors que je vous ai dit qu'on ne voyait pas grand-chose sur la radio. Alors c'est pour ça que je vous ai dit qu'on va avancer. Effectivement, l'étape suivante va être d'avoir un scanner qui va nous permettre d'orienter le diagnostic. Et bien ça, on va voir. L'objectif n'est pas le diagnostic, est évident. L'objectif, c'est de voir comment on rétrécit très vite un champ diagnostique. Alors voici son scanner. Bon, c'est un scanner qui montre du verre dépoli, un peu de bronchectasie à l'intérieur du verre dépoli, un peu par traction. Si on fait très attention, quelques micronodules. Ce verre dépoli est diffus, il n'est pas homogène, il est hétérogène. Ça colle avec notre hypothèse. Ça élimine la pneumonie organisée, qui est une condensation alvéolaire. Donc vous voyez, ça arrive dans un contexte. Parce que si je vous mets le même scanner et que je vous mets un malade immunodéprimé, quoi qu'on en dise, ça peut être une maladie infectieuse. Et donc l'idée, et là je parle sous le contrôle d'un éminent collègue radiologue, Ambroise Paré, et compatriote, donc ça fait quand même beaucoup de qualité, eh bien, on va discuter de comment il faut en interpréter un scanner du point de vue du clinicien dans les pneumopathies infiltrantes. Et ce plan-là, il faut que vous l'ayez en tête. De même que tout à l'heure, il faut que vous ayez en tête les signes extrathoraciques ou bien vous faites une liste. Alors, la première chose, c'est, bon, ce sont des scanners qui sont faits classiquement en inspiration, en haute résolution, sans injection. Et donc, on commence par les lésions élémentaires. Donc, on a les micronodules, les réticulations, les bronchectasies par traction, le verre dépoli, ce que vous voulez. On va les voir. Ensuite, on regarde les associations de lésions élémentaires qui donnent en anglais un pattern, en français un profil. Ensuite, on va regarder quelle est leur distribution, aussi bien anatomique que géographique, si je puis dire. Ensuite, on va discuter les distorsions ou non des structures parenchymateuses pulmonaires qui témoignent d'un caractère fibrosant ou non. Et puis, on peut faire des coupes en expiration, on peut faire des techniques de reconstruction, on peut faire du MIP, du mini-MIP, du 3D, ce que vous voulez. Mais ça, c'est la base. Et puis, on va chercher les signes associés extra-parenchymateux, qui sont très importants, et qui peuvent être la plèvre, qui peuvent être des adénopathies. Et méfiez-vous, les adénopathies, de mon point de vue, en tout cas pour la loge de Barretti, sont moins pertinents qu'à la radio, au scanner qu'à la radio. Donc les belles adénopathies, pas les petites adénopathies, hilaire notamment. La présence d'une anomalie du tube digestif, l'œsophage, ou bien éventuellement une atteinte pariétale. Et malgré tout, le cœur fait partie du thorax. Le cœur fait partie du thorax. Alors, je vais vous montrer quelques exemples, puisque manifestement on est trop nombreux pour avoir une interaction, et puis j'ai pas de flèche, c'est pas grave. Donc là, on est devant des micronodules, qui sont des micronodules confluents. On est dans la région de la carène. Ils sont péribroncovasculaires, ils vont jusqu'à la plèvre, ce sont des micronodules lymphatiques. Dans un contexte clinique compatible, ça peut être une sarcoïdose. Là, alors, quand on a des doutes, on met le signe de la flèche. Quand on a des doutes, surtout, on regarde les scissures. Les scissures font partie des zones lymphatiques du poumon, de la plèvre. Et donc, tout ce qui est lymphatique, c'est péribroncovasculaire, septa-interlobulaire, et puis pleural, sous-pleural. Et donc les scissures, vous avez une atteinte de la scissure. Ça peut être moins évident. Là, vous voyez les épaississements septaux, c'est dommage que je ne puisse pas les montrer. Et puis l'infiltration de la scissure, au passage, on voit qu'il y a des adénopathies, un peu d'engainement péribroncovasculaire. Et là, c'est différent comme micronodules. Ce sont des micronodules qui ont la particularité de s'arrêter avec un liseré. Il faut vraiment que je trouve une solution pour ce truc-là. Un liseré sous-pleural, donc elles ne sont pas lymphatiques puisqu'ils s'arrêtent à distance de la plèvre. Ils ont la particularité d'être un peu branchés, qu'on appelle en bourgeon, et donc on le voit très bien, le bourgeon là. Enfin, on le voit. Je ne sais pas ce qui se passe, je n'ai pas la distance. Je ne sais pas. C'est le vert sur blanc qui ne passe pas. Parce que ça s'allume. Hein. Il est fatigué. Bon, bref, vous voyez très bien les arbres en bourgeon, et donc ça, c'est des nodules qui sont bronchiolaires.
Donc ça n'a rien à voir. Et puis là, vous avez des réticulations sous-pleurales avec des bronchiectasies par traction, une prédominance basale. C'est un tableau très évocateur de lésions fibrosantes. Et si le tableau clinique est compatible, c'est une fibrose pulmonaire idiopathique. Il y a un peu de rayon de miel aussi aux bases. Là, vous le voyez encore plus. Okay, donc c'est des éléments très importants. Et ces lésions fibrosantes en rayon de miel, dans la fibrose pulmonaire idiopathique ou dans les pneumopathies interstitielles communes associées aux connectivites comme la polyarthrite, ont cette prédominance basale et périphérique, mais parfois c'est à l'apex. Et merci. À l'apex, et donc à l'apex, ce n'est pas une fibrose pulmonaire idiopathique. Grossièrement, les apex, c'est les granulomes. C'est ça qu'il faut retenir. Donc ça peut être bon, là, c'est une sarcoïdose avec un rayon de miel bilatéral, et on voit très bien l'engainement, le rayon de miel apical droit, et on voit les distorsions bronchiques. Donc là, il n'y a pas de doute sur les modifications architecturales, et encore plus avec les masses périhilaires. Là, vous voyez des images qui sont un peu moins nettes, qui sont quelques réticulations, un peu de micronodules, un peu de verre dépoli, quelques bronchiolectasies, qui sont aussi bien centrales que périphériques. Il n'y a pas de rayon de miel. Bon, ça peut être des choses, mais ça peut être une pneumopathie interstitielle non spécifique. Et là, on rentre dans le monde du verre dépoli. Alors, le monde du verre dépoli, c'est un monde très intéressant parce qu'il est très variable. Donc là, vous avez du verre dépoli qui est d'ailleurs limité par une scissure. Là, il est un peu plus rétractile en bas à gauche. Là, vous avez du verre dépoli un peu plus diffus. Alors, il y a des hypothèses, mais il va falloir un peu de clinique pour faire les hypothèses. Un peu de clinique, un peu de lavage. Vous avez du verre dépoli qui est plus celui d'une pneumopathie d'hypersensibilité éventuellement dans le cadre de cet aspect en carte de géographie. Vous avez des zones du verre dépoli qui est directement péri-bronchovasculaire, enfin en tout cas périhilaire. Ça peut être une hémorragie alvéolaire, mais ça peut être autre chose. Et vous avez du verre dépoli avec des kystes. Alors je ne vais pas traiter, un jour je vous traiterai des pneumopathies infiltrantes kystiques. Vous voyez qu'il y a des trous. Et donc les kystes et du verre dépoli, il y a plusieurs hypothèses. Le principal élément, c'est est-ce que le malade fume ou est-ce qu'il ne fume pas? Est-ce qu'il a des signes de connectivité? Comment est le lavage? Et puis là, vous avez du verre dépoli avec des épaississements septaux, en bas à gauche. Alors, c'est quoi le premier diagnostic? Je n'ai pas entendu. Ce n'est pas du crazy paving, ça. Je vais vous montrer le crazy paving après. Là, c'est du verre dépoli avec des épaississements septaux. Si vous vous réveillez la nuit, on vous dit ça. Première chose, c'est insuffisance cardiaque. Insuffisance cardiaque. Insuffisance cardiaque gauche. Mais ça peut être autre chose. En l'occurrence, c'était une pneumopathie interstitielle lymphoïde, mais le premier réflexe, ça doit être insuffisance cardiaque gauche. Alors après, vous avez les condensations, qui peuvent être plein de choses. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le micro plus près. Oui, mais après, c'est trop... Ah, magnifique. Les condensations. Alors ça, c'est un signe qui est apparu peut-être un peu plus récemment, qui s'appelle le signe du halo inversé ou de l'atoll. C'est un signe qui se voit dans les pneumonies organisées, qui n'est pas pathognomonique des pneumonies organisées. Vous voyez, le centre est clair, la périphérie est plus dense. Le halo, c'est l'inverse, c'est un nodule dense avec un verre dépoli autour. Et puis là, vous avez des condensations plus une réduction du volume pulmonaire parce qu'il y a des bandes d'atélectasie. Et là, vous avez des bandes d'atélectasie périphériques sous-pleurales. Et alors là, vous avez de l'épaississement septal. Ça, la lésion principale, c'est de l'épaississement septal qui ne modifie pas tellement l'architecture des septa. Donc le premier diagnostic, c'est l'insuffisance cardiaque. En l'occurrence, ce n'était pas du tout une insuffisance cardiaque. C'était une maladie de Niemann-Pick. Là, c'est un épaississement septal qui s'accompagne d'un renflement nodulaire dans un contexte compatible. Ça peut être une lymphangite, mais ça peut être aussi une insuffisance cardiaque gauche. Et c'est le fameux crazy paving dont vous vouliez parler. C'est une espèce de verre dépoli dense avec une espèce de grillage à l'intérieur. Alors on dit classiquement, c'est très évocateur de protéinose. C'est une magnifique pneumopathie ACMV, hein. On n'en voit plus. Donc attention au diagnostic scanographique pur. Là, on rentre dans la maladie, dans le domaine des pneumopathies kystiques. Donc vous voyez que vous avez des
des nodules troués, des kystes à parois épaisses, des kystes à parois fines. Ça prédomine dans les apex. Chez un jeune qui fume, ça s'appelle une histiocytose. Je vous montrerai une histiocytose à la fin un peu étrange. Là, vous rentrez. Donc, là, les histiocytoses ont des kystes qu'on appelle bizarres parce qu'ils deviennent confluents. Mais si vous voyez qu'ici, il y a des petits nodules troués, ils sont très bizarres, irréguliers. C'est ça. Les Américains, les Anglo-Saxons, ils les appellent bizarre cysts. Et puis, ça donne des pneumothorax. Là, c'est des kystes qui sont beaucoup plus ronds, très jolis, bien distribués, avec un petit problème pleural. La personne a eu un pneumothorax qui a été accolé. Si c'est une femme, ça évoque une lymphangioleiomyomatose. Et puis là, le problème se situe là, dans l'œsophage. Donc c'est un début de pneumopathie infiltrante chez une jeune femme qui a un œsophage dilaté, un reflux, un peu de sclérodactylie. Vous avez fait le diagnostic. De l'autre côté, le problème se situe là. Il y a un pneumomédiastin. Donc il y a un peu de condensation sous-pleurale. Il y a un pneumomédiastin, des bandes sur les mains. Ça s'appelle une dermatomyosite. Et donc c'est important de ne pas regarder que le poumon. Et puis, donc, j'ai dit les signes associés, les adénopathies, la plèvre, la paroi thoracique, le cœur. Voilà un exemple. Une femme qui a des kystes, réguliers et qui fume. Mon cœur balance. S'agit-il de lymphangioleiomymatose, s'agit-il d'une histiocytose? Sauf que j'ai regardé le scanner en coupe médiastinale ou osseuse, et il y a une lyse osseuse. Donc c'est fini, c'est une histiocytose. Il n'y a pas de lyse osseuse dans la lymphangiomatose. Donc c'est cette analyse-là qu'il faut faire. Et donc même quand on ne sait pas ce que les malades ont, il faut faire pas à pas. Bon, alors on continue avec notre patiente. Donc là, quand il y a de la plèvre, 1, c'est le cœur, 2, c'est le cœur, 3, c'est le cœur. Et parfois, il peut y avoir des trous associés. Ce n'est pas toujours le cœur. Hein. Il peut y avoir de la lymphangite carcinomateuse. Hein. Et puis là, il y avait des trous. C'était un chylothorax sur une lymphangiomatose. Et puis ça, c'est bizarre. Le problème se situe où? Donc vous voyez que ça part de la plèvre. Ça part de la plèvre. Et ça décolle le poumon et ça l'enserre. C'est ça la fibroélastose pleuropulmonaire. C'est une fibroélastose pleuropulmonaire. Ça se voit dans les connectivites, ça se voit après chimiothérapie, ça se voit après greffe pulmonaire, ça se voit après greffe de moelle. C'est une saloperie. Parce que ça vous met le thorax. Les gens, vous les regardez, vous les suivez de profil, vous voyez le diamètre antéro-postérieur du thorax qui s'aplatit. Ça s'appelle un platithorax. N'oubliez pas que la radio est utile. Hein. Alors moi j'aime bien la radio. Mais il y a de moins en moins de gens qui savent lire les radios en France. Donc là, il y a des atteintes apicales, des adénopathies, ça s'appelle une sarcoïdose de stade 4. Et là, ça s'appelle une réduction de volume pulmonaire qu'on voit très bien sur la radio de thorax avec des bandes basales chez un type qui avait une polymyosite. Bon, alors pour avancer, donc la dame a eu après une fibroscopie avec un lavage. Donc vous voyez qu'elle avait un scanner en verre dépoli, hétérogène. Donc le lavage est celui-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc il est très cellulaire, ce d'autant qu'elle ne fume pas. 900 000, c'est presque 1 million. Et puis il y a lymphocytaire, mais il y a aussi des neutrophiles, il y a un peu de mastocytes. Vous avez vu que j'ai mis pas d'agent pathogène, parce qu'il faut, une fois qu'on est dans les bronches, il faut quand même éliminer les infections. Et donc on n'a pas 36 diagnostics, là on a tous les éléments pour la pneumopathie d'hypersensibilité. Et il suffit de lui poser la question, elle avait des perruches. OK. Alors ceci m'amène à vous parler de la fibroscopie. C'est pas, je sais que la fibroscopie, c'est l'œil du pneumologue, on l'a fait de façon routinière, mais ce n'est pas un geste totalement anodin, hein, surtout le lavage. Donc il faut regarder l'aspect. Si vous avez des granulations endobronchiques, vous faites la biopsie, ça va être une sarcoïdose, ou des fois c'est une amylose. Les biopsies bronchiques sont utiles, donc on fait des biopsies étagées dans la sarcoïdose de la lymphangite, on peut faire des transbronchiques dans les mêmes maladies plus la pneumonie organisée, outre-Atlantique. Et en Italie, l'Italie est un pays de grands endoscopistes, eh bien, ils font ça, y compris dans les pneumopathies kystiques, dans l'histiocytose et la lymphangiomatose. Le lavage, on va en parler. On peut faire des écho-endoscopies pour les adénopathies. On peut faire des cryobiopsies qui sont maintenant en train de dériver dans l'approche diagnostique histopathologique des pneumopathies infiltrantes. Alors, juste pour vous montrer une sarcoïdose bronchique, vous voyez ces petites élévations-là, un peu de sténose. Ça, c'est tout à fait caractéristique. Vous faites la biopsie, vous avez le diagnostic.
Dans la sarcoïdose, le plus important, c'est les biopsies bronchiques, beaucoup plus que le lavage. Et donc, juste pour dire un mot du lavage, eh bien, vous voyez qu'il y a des aspects techniques que vous connaissez. Il y a des contre-indications. Aller faire un lavage à quelqu'un qui vient de faire un syndrome coronarien, ce n'est pas une grande idée. L'âge est une contre-indication relative. J'ai vu un patient mourir à cause de son lavage. Un autre aller en réanimation. Ça vous baisse la PO2, hein, puis ça entraîne une surcharge cardiaque. Donc quand vous avez le cardiologue qui vous dit bah, voilà, j'ai un patient de 80 ans qui a de la cordarone, qui a une arythmie, qui est essoufflé, qui a une pneumopathie infiltrante, merci de lui faire un lavage, la réponse est est-ce qu'il a vraiment besoin de sa cordarone? Parce que il vaut toujours mieux être vivant sans diagnostic que mort avec un diagnostic. Alors après, c'est utile, les infections, on le fait très bien. Alors ça dépend où vous travaillez. Moi, je travaille dans un milieu d'immunodéprimés. On fait tout, on fait tous les PCR du monde. Hein. On fait l'hémorragie alvéolaire, c'est facile. Vous avez soit l'aspect, soit le score de Gold, la coloration de Pearls. Les cellules tumorales, c'est pas très rentable. La pneumopathie huileuse, il faut y penser. La protéinose alvéolaire, c'est ça. Ben, c'est du liquide. C'est pas tout à fait normal d'avoir du lait dans les alvéoles. Et sinon, vous l'utilisez comme une formule sanguine, comme une numération formule sanguine. C'est-à-dire une numération plus un compte différentiel. Et donc la cellularité, c'est important. Je suis content que vous ayez tiqué sur les 900 000 cellules. Le tabagisme est un élément important à prendre en compte pour l'interprétation du lavage. Donc si le lavage revient tout marron, le malade n'a pas arrêté de fumer depuis 6 mois. Il se normalise après 6 mois. Donc si vous dites j'ai arrêté de fumer depuis 1 an, il se fout de votre tête. Hein. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait de cellules bronchiques. Un lavage est ininterprétable s'il y a des cellules bronchiques. Les macrophages, les lymphocytes, les neutrophiles, on élimine une infection. Si vous pensez à une maladie, je ne sais pas comment ça se passe au Maroc, mais en tout cas, nous, on a un laboratoire d'études des particules inhalées, le LEPI, mais si vous ne pensez pas à ce que vous cherchez, vous ne trouverez pas. Si vous envoyez juste au LEPI, on va vous répondre absence de corps asbestosique, alors que vous posez la question d'une silicose. Et puis, il faut le profil. Alors, c'est une très vieille diapo. Je suis désolé qu'elle soit en anglais. C'est juste pour vous rappeler non-smokers, non-fumeurs, fumeurs, ex-fumeurs, c'est 6 mois. Et donc, vous voyez que la cellularité, c'est 60 000, plus ou moins 36 000, disons de 50 à 150 000, que ça augmente avec le tabac, que ça se normalise à l'arrêt du tabac, que c'est avant tout des macrophages, 85 à 90% et 5 à 15% de lymphocytes et rien d'autre. Et puis, quand vous fumez, vous augmentez le nombre de cellules en fonction du nombre de cigarettes par jour, pas en fonction du nombre de paquets à nez. Si vous fumez 10 cigarettes, vous aurez moins de cellules que si vous fumez 30 cigarettes par jour. Et vous augmentez les alvéolites macrophagiques. Il peut y avoir un peu de neutrophiles. Et vous baissez votre rapport CD4, CD8, dont je vous rappelle qu'habituellement, il est entre 2 et 3. Alors, ce rapport CD4, CD8, j'en fais un intérêt assez relatif. Mon collègue Costabel, qui était à Fribourg, je crois, en avait fait sa carrière. Au-delà de 5, c'était une sarcoïdose. Sans être désobligeant, il y a des PHS avec des augmentations de CD4 et des sarcoïdoses à CD8, donc il faut rester avec ça. Alors donc, le lavage va vous dire quoi? Lymphocytose. Lymphocytose, il y a plein de choses, notamment les virus et les infections, hein, mycobactéries, la grippe, ce que vous voulez. La sarcoïdose, la pneumopathie d'hypersensibilité. Dans la sarcoïdose, la lymphocytose est assez pure. Dans la PHS, vous avez vu qu'elle peut être panachée avec des neutrophiles, les pneumonies organisées. Les pneumoconioses, notamment la silicose, c'est une cause de... La lymphangite, ça donne des lymphocytes. La pneumopathie interstitielle lymphoïde aussi. Les neutrophiles, parfois associés aux eosinophiles, si vous n'avez pas d'infection et si vous n'avez pas de cellules bronchiques, alors il y a un peu de fibrose. Si c'est que ça. Et les macrophages, c'est les tabacs. Alors, notre patiente, on la traite parce qu'elle est sévère. On aurait pu ne pas la traiter, juste manger les perruches. C'est pas très digeste. Et finalement, on l'a traitée, et puis on a arrêté au bout de 3 mois. Elle s'est améliorée, elle a normalisé sa radio, elle a normalisé ses EFR. Mais ensuite, 1 an plus tard, ça revient. Elle tousse, elle est essoufflée, donc on lui met un peu de corticoïdes, ça retousse, elle recommence. Bref. Et on la dresse à nouveau parce qu'elle est tousse et qu'elle essouffle. Elle crépite, elle n'a aucun signe extrathoracique, la biologie visuelle est toujours normale. Les EFR, je vous les ai montrés. Ceci s'appelle un trouble ventilatoire restrictif
assez franc homogène, DLCO 33%, 61 de PO2, elle a eu un bilan auto-immun qui est négatif, à nouveau un lavage qui est toujours un peu lymphocytaire, et donc elle n'a pas ses perruches. C'est son scanner, je ne le commenterai pas, mais elle n'a plus ses perruches. Il n'y a pas de moisissure chez elle. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Alors qu'est-ce qu'elle a? Et pourquoi ça vient après? Elle n'a plus d'exposition. Les perruches ont été oxy. Elle n'a rien du tout d'environnement. Et elle n'a plus de pic fébrile, elle n'a plus rien. Elle n'a plus de couinement. C'est ce qui était marqué sur... Entre-temps, traitement, oui, tout à fait. À part la DLCO qui remontait difficilement. Vous savez que la DLCO, ça remonte très lentement. Mais la fonction respiratoire, la PO2 et les volumes se sont normalisés. Est-ce que c'est, excusez-moi, est-ce que c'est l'évolution? C'est une évolution, mais c'est une évolution de quoi? Alors, dans les antécédents, il y avait les arthralgies. Non, c'est une PHS qui évolue comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est l'évolution de la maladie. Oui, mais c'est étrange parce qu'elle n'a plus d'exposition. Ça s'appelle une pneumopathie. Donc, qu'est-ce que vous décidez de faire là? Vous êtes là avec ce scanner, la malade, vous avez ses antécédents. Qu'est-ce que vous décidez de faire dans un monde idéal? Biopsie. Biopsie pulmonaire. C'est là où je veux en venir. Alors, soit vous faites des cryobiopsies si vous êtes dans un centre qui en font, soit vous faites une biopsie pulmonaire chirurgicale par vidéothoracoscopie. On a fait ça. C'était une pneumopathie interstitielle non spécifique fibrosante. Et il faut se rappeler que Mme Kazenstein, quand elle a décrit la PINS en 1994, dans les antécédents, il y avait des PHS. Et on sait que les pneumopathies d'hypersensibilité peuvent évoluer devant une pneumopathie de type PINS. Parfois, ça peut évoluer de façon chronique quand il y a une exposition chronique vers une fibrose pulmonaire. Bon, ça me permet de vous parler de la biopsie. Donc la biopsie, c'est un moment rare, c'est un moment important, c'est un moment qui met en jeu la vie du patient. On ne fait pas des biopsies comme ça. Donc il faut avoir une incertitude diagnostique ou bien une présentation atypique ou bien une évolution atypique comme ici. Ici, vous avez une évolution que vous ne comprenez pas bien. La malade est assez en forme pour supporter la maladie, la biopsie. La biopsie, ça peut entraîner dans certaines conditions des exacerbations de la maladie. Vous pouvez vous retrouver sous oxygène. Enfin, c'est un peu idiot. Et donc, il faut que ça soit orienté par le scanner. Et donc, il est indispensable qu'il y ait un radiologue intéressé par les maladies infiltrantes qui soit dans la salle en discussion avec le chirurgien et les pneumologues, parce qu'on ne biopsie pas. Si vous biopsiez du rayon de miel, on vous répondra rayon de miel. Ce n'est pas très intéressant. Et donc, il faut bien peser les balances bénéfices-risques. Il faut que ça ait un impact sur la prise en charge, c'est-à-dire qu'à la fin, vous allez changer le traitement ou faire quelque chose. Si c'est juste pour lui dire bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, voilà ce que vous avez, rentré chez vous, c'est pas terrible. Et puis, on le fait essentiellement par vidéochirurgie, parfois maintenant par cryobiopsie. Il faut penser à ce que vous cherchez. On ne va pas à une biopsie pulmonaire sans hypothèse. Quand dans mon propre service, les praticiens ou les chefs arrivent en disant biopsie pulmonaire, je dis quelle est l'hypothèse? Parce que même à la fin, quand vous allez aller vers l'anapathe, et je crois qu'il y a un topo tout à l'heure sur la DMD, il faut que vous ayez cette discussion. Parce que l'anapathe va vous répondre c'est ça, vous lui dites c'est pas possible. Une très grande anapathe française, un jour, m'avait répondu pour un gamin, c'est une histiocytose. Je lui ai dit, il faut arrêter de fumer la moquette, c'est pas ça. Parce que cliniquement, il y avait un ganglion, quand on a biopsie, c'était une sarcoïdose. Donc l'anapathe ne fait pas tout. Il faut qu'il y ait des hypothèses cliniques. Et donc, la conservation est importante, parce que si vous voulez chercher des choses qui ne se cherchent qu'en congélation, si vous n'avez pas congelé, vous êtes embêté. Et il faut vous coordonner et que vous ayez un environnement médical. Donc il faut avoir des correspondants. Le chirurgien doit prendre son temps, l'anapathe doit être intéressé par le sujet, le radiologue est un élément essentiel de la discussion. Bon, je repasse là-dessus, et donc je vous continue l'histoire, c'est une histoire vraie. Et donc, elle reçoit des traitements, elle reçoit de l'endoxan, puis elle reçoit de corticoïdes, endoxan, immunosuppresseurs, azatioprine, Celcept, ça ne va pas. Elle a un reflux depuis le début, par son médecin qui la prend, puis finalement elle se fait opérer de l'œsophage. Et 10 ans après apparaît un syndrome de Raynaud.
avec des fissures des doigts. C'est pas une paire. C'est une reflux. Sclérodermie. Elle a des anticorps et c'est une sclérodermie. Donc c'est une histoire vraie. La PHS, PINS, sclérodermie. Donc il faut suivre les malades longtemps. Hein. C'est pas si ça. Bon, voilà son histoire. Alors la deuxième chose qui va me permettre de vous parler des signes extrathoraciques. Donc c'est un cas réel, c'est un patient qui est adressé parce qu'il a maigri, il est essoufflé, bon, il est sénégalais, il a été 1 an avant au Sénégal, il est sevré du tabac, il a une exposition à l'amiante qui est minime, il n'a pas d'animal, il n'a pas de médicaments, vous voyez qu'on fait tous les trucs, pas de notion familiale, on prend les dates, janvier il tousse, il est essoufflé, 6 mois plus tard, il tousse, il est de plus en plus essoufflé, il a un syndrome sec, buccal. Il a un hypocratine digital, mais qui est très ancien. Depuis qu'il est enfant, il a un hypocratine digital. Il a quelques petites taches purpuriques de la pulpe des doigts, qui m'ont beaucoup fait, comment dirais-je, élucubrer, et vous verrez que ce n'était pas grand-chose. Il a une alopécie en plaques, il crépite aux bases, il a discrètement un syndrome inflammatoire avec une CRP à 20 et une éosinophile à 600. Et voici son scanner, qui est un scanner de PINS. Ça ressemble vraiment à une PINS, c'est le même que je vous ai montré au début. Et donc, voilà, on s'arrête 2 minutes et on va voir les signes extrathoraciques. Les signes cliniques extrathoraciques. C'est de façon systématique dans les pneumopathies interstitielles ou infiltrantes. Donc, ce que je vous propose, c'est de le faire par appareil. Donc, il y a la peau à un grand moment. Grand moment. Vous avez les muqueuses, vous avez l'ORL, vous avez les articulations, vous avez les os, vous avez le tube digestif, vous avez la neurologie centrale, périphérique, vous avez les yeux, c'est très important, vous avez le cœur, vous avez les reins. Pourquoi les reins? Parce qu'il peut y avoir une hématurie, il peut y avoir une colique néphrétique, ganglion, colique néphrétique, sarcoïdose. Comment? J'ai pas entendu. Oui, en tout cas, je parle de signes cliniques pour l'instant. Les cliniques, c'est de la sémiologie, donc ça peut être une hématurie. Ou ça peut être des coliques néphrétiques. Et puis, vous avez un truc que vous oubliez toujours, c'est le diabète insipide central. Et sarcoïdose aussi. Et donc, vous avez aussi les glandes parotidiennes. Vous avez aussi les glandes lacrymales. Oui, mais vous pouvez avoir un miculis, qui est une hypertrophie des glandes lacrymales. Il peut y avoir un problème de cheveux, il peut y avoir un problème de dents. C'est quoi la maladie qui donne des problèmes interstitiels et dents? Voilà. Donc en fait, avec des choses simples, alors je vais vous montrer quelques exemples. Il faut faire une liste. Alors soit vous faites ça tout le temps comme moi, vous n'avez pas besoin d'avoir une liste, soit vous faites une liste. Alors voilà la liste. Vous voyez, donc le réno, l'œil, le machin, le truc, le bazar. Les mains, il faut les regarder. Le foie, la rate, les ganglions, les coliques néphrétiques. Alors, juste pour quelques exemples, ceci est une uvite antérieure avec un effet tyndal, des nodules en coton, un érythème noueux, un lupus pernio, des nodules de sarcoïdose du sujet noir, des telangiectasies, de la sclérodactylie, une anomalie de la cuticule. La cuticule, c'est ça. Il faut regarder la cuticule. Donc, vous avez les ulcérations des doigts, vous avez les érythèmes en bande des phalanges, qui sont, enfin des métacarpophalangiennes et des phalanges qui sont typiques de dermatomyosite. Vous avez la papule de Gautron, vous avez le man mécanicien, alors que le malade est un grand intellectuel. Vous avez toujours la papule de Gautron, l'érythème iliacé des paupières, qui c'est dermatomyosite. Vous avez les signes de photosensibilité. Vous avez ce qu'on ne voit plus, ça. C'était la PR, mais on ne voit plus ça. Vous avez les chondrocalcinoses, qui peuvent se voir cliniquement, des fois. Ça peut s'extérioriser, la chondrocalcinose. Vous avez une atteinte dactylite de sarcoïdose, il n'y a plus d'os. Vous voyez que ici, vous avez un sucre en orge. Vous avez une lisse de la partie distale. Et ici, vous avez des géodes. Et puis là, vous avez les parotines. C'est pas normal d'avoir les oreillons tard.
Vous avez le syndrome polyuropolydipsique à Bruxelles. Ici, vous avez le nez complètement bouché, ce n'est pas un Wegener, c'est une sarcoïdose. Ici, vous avez un problème dans les dents, c'était une histiocytose. Ici, vous avez, vous voyez, c'est un problème. Perdre ses dents, ce n'est pas normal quand on est jeune. Hein. Sauf si on est un grand drogué. Et puis là, vous avez un bloc de... un BAV2, un Mobitz 2. Donc ça peut se voir dans la sarcoïdose. Donc vous voyez que finalement, c'est très important d'examiner, parce que si on vous dit, ah ben, on pense que c'est une fibrose idiopathique et qu'il y a des signes extrathoraciques, c'est faux. C'est pas possible. Bon, alors, donc ce malade, je vous rappelle, il a un syndrome sec, il a un PINS, il est tousse, il est essoufflé, il crépite, il a une alopécie en plaques, quelques petites taches purpuriques. Vous pensez qu'il a quoi? Lupus. Alors le lupus, ça donne rarement des PID chroniques. Donc c'est un Sjögren. Alors la question, c'est est-ce qu'il a une vascularité associée? Le lupus est rare chez l'homme aussi. Et puis, donc, est-ce que c'est une sclérodermie? C'est rare chez l'homme. Donc, la conclusion de la consultation, c'est un interne qui l'avait envoyé. Je pense qu'il a un syndrome de Sjögren avec une PNS. On va chercher s'il n'a pas une vascularite associée. Ça, c'est l'hypothèse. Et donc, voilà, il a sa numération. Je vous invite à la regarder. Le bilan biologique est normal. Il a une hypergamma-globulinémie. L'électrophorèse est un des examens les plus importants en médecine. Je ne dis pas en pneumo, en médecine. Il a une altération, il a un trou ventilatoire restrictif, il a une DLCO très basse, il est un peu panaché, un peu de neutro, un peu d'éosino, donc c'est un peu fibrosant. Et il a une BGSA qui monte à stade 4, donc il a un Sjögren. C'est fini, il a un Sjögren. Le Sjögren, ça donne des PINS. Et on lui fait une biopsie du scalp, il n'a rien du tout. Les trucs au doigt, j'ai demandé au dermatologue que finalement c'était ethnique, parce qu'il était sénégalais. Mais le problème, vous voyez, c'est qu'on lui a fait un bilan auto-humain et il y a un petit souci. Il y a des anti-PL12. Donc en fait, il a un Sjögren avec un syndrome des antisynthétases. Donc ça vous montre que le bilan immunologique, il vous apporte des éléments supplémentaires. Alors, comment vous le traitez? Ordonnance. Les jeunes font l'ordonnance. C'est les jeunes qui font les ordonnances dans les services. C'est quoi l'ordonnance? Un peu de corticoïdes, quoi. Non? Vous voulez pas mettre de corticoïdes? Juste les corticoïdes? Comment? Alors je vais avancer parce que... Vous voyez par quoi j'ai commencé? Par ivermectine. Ce monsieur est sénégalais, il a été au Sénégal il y a 1 an. On a eu une très bonne idée de mettre de l'ivermectine parce qu'il avait des larves d'anguillules. Hein. Donc on a fait un 2e traitement d'ivermectine. C'est un peu idiot d'avoir des corticoïdes et de faire l'anguillulose disséminée. Hein. On lui a mis 1 mg kilo. Nous, on met du Bactrim facilement. On lui a mis des mesures usuelles, c'est prévention de l'ostéoporose, les traitements IPP, de calcium D3 et tout ce que vous voulez. Bon, ça a été. Hein. Ça a été mieux. Et puis, bon, en 2018, il s'est amélioré. Il a été sevré des corticoïdes. Il n'a pas eu besoin d'immunosuppresseurs. Donc, le message ici, c'est attention à l'ivermectine. Hein. Et attention au Bactrim. Et puis, le patient revient, il boite. Des années après. Comment? En fait, mes patients, je vous ai pris les patients qui sont des histoires. Attention, s'ils nous quittent, c'est terminé, je ne les vois plus. Et donc, on fait le diagnostic d'ostéonécrose de hanche. Donc, bien sûr, on dit c'est les corticoïdes. Et moi, je vous dis, vous n'avez pas bien regardé la numération. Il a pris, 2012, il a pris 2 ans de corticoïdes. Mais vous n'avez pas bien regardé la numération. Mais non, regardez la numération. Il a un VGM à 75, il a une drépanocytose hétérozygote, et quand on l'interroge, sa fille a une drépanocytose. Donc il faut regarder les numérations. Je vous l'ai dit tout à l'heure, regardez. 75 de VGM. Donc vous voyez que les examens biologiques, c'est utile. Comment? L'anémie, il n'y a pas tellement... L'anémie est très modérée, mais c'est surtout de comprendre a posteriori, on n'aurait pas fait grand-chose de plus, parce que c'est une drépanocytose hétérozygote, c'est sa fille qui fait les syndromes thoraciques aigus, mais c'est juste pour comprendre pourquoi il a fait plus vite. Alors, après, il a fait le Covid, après, maintenant, il a fait une poussée, maintenant, il est toujours sous corticoïdes. Je l'ai vu la semaine dernière. Alors, juste pour rappeler quels sont les PID qui donnent des connectivites chroniques.
la sclérodermie, ça fait partie du diagnostic, hein, d'un des critères diagnostiques. La polyarthrite rhumatoïde, le Sjögren, les polymyosites et dermatomyosites. Le lupus, vous voyez, c'est assez rare, mais le lupus donne des formes aiguës. Ça, c'est dommage, c'est hémorragie alvéolaire ici. Donc ça, c'est les formes les plus fréquentes. Mais n'oubliez pas qu'à côté de l'interstitium, ces malades font aussi autre chose. Donc si vous avez une pneumopathie infiltrante, vous pouvez aussi avoir une pleurésie dans une polyarthrite rhumatoïde. Vous pouvez avoir une hypertension pulmonaire dans la sclérodermie. Le professeur Montagny vous fera un topo tout à l'heure sur l'HTAP. Vous pouvez avoir une hémorragie alvéolaire, mais surtout d'ailleurs dans le lupus, mais ça peut se voir dans les autres. Alors le bilan auto-humain, vous faites ce que vous voulez, mais vous en faites un minimum. C'est cher. Donc il faut faire avec une orientation clinique. D'accord ? Clinique. On ne fait pas un bilan auto-humain parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc on fait les anticorps antinucléaires, les antinoyaux, les anti-ECT, le CCP, facteur rhumatoïde, c'est très utile. Les ANCA sont très utiles. Hein. Et puis on fait un anti-GO1, et puis si ça ne suffit pas, on fait les autres, en fonction de l'orientation. Vous voyez, ça c'est une proposition. Donc si c'est positif, vous pouvez faire d'autres choses. OK ? Mais si vous avez des signes cliniques extrathoraciques, ne me faites pas des bilans auto-immuns dans la sarcoïdose, ce que font mes internes internistes, ce que je n'aime pas. Bon, alors, on va avancer. Donc, on a vu les signes extrathoraciques, on a vu toute la démarche. Ensuite, je vais vous montrer qu'un train peut en cacher un autre, parce que c'est important. Alors, donc, c'est une dame qui est martiniquaise, qui est adressée, qui ne fume pas, qui n'a pas de facteur environnemental, qui a une dyspnée fébrile, rapidement progressive, inefficacité des antibiotiques. Je n'ai pas vu la radio, mais on dit qu'il y a des opacités basales qui prédominent à droite. Elle a eu 5 jours de corticoïdes, tout allait mieux. Ensuite, elle a un traitement inhalé et des IPP, puis elle revient parce qu'elle est essoufflée, elle tousse. La fonction est moyennement altérée. Le lavage ininterprétable, 30% de cellules bronchiques. Elle a des perruches à la maison. Elle a une sérologie positive. On lui enlève les perruches. Donc, je ne sais pas pourquoi elle vient me voir. Et puis voilà, donc ça c'est son scanner. Ces deux trucs-là sont congénitaux, hein, vous ne prenez pas la tête là-dessus. Mais bon, le scanner est un peu bizarre. Hein. Et ensuite, ça ne s'améliore pas, quoi. Et voici son scanner. Alors, est-ce que vous achetez pneumopathie d'hypersensibilité ? Elle est adressée pour une pneumopathie d'hypersensibilité qui n'évolue pas comme il faut, hein, parce qu'on a enlevé les perruches, etc. Une sarcoïdose ? Absolument. Donc c'est une sarcoïdose avec une infiltration de la scissure, un engueulement bronchique. Donc en fait, la PHS a été un facteur déclenchant aggravant. Donc ça pour vous dire que l'environnement peut entraîner des poussées de sarcoïdose, que ce soit un environnement minéral, vous vous mettez à faire une exposition à des poussières de travaux. Beaucoup de sarcoïdoses, on peut leur baisser les doses de corticoïdes en les enlevant de leur poussiérage. Hein. Ou un environnement organique. Bon, bref, d'ailleurs, la preuve, c'est qu'elle avait une cholestase, une hypergamma, et bon, elle a eu les CA élevés, bon, peu importe, le diagnostic a été fait. OK ? Corticoïdes, nickel. Donc, attention à l'environnement, et attention au diagnostic. Moi, j'ai un principe, on m'envoie un malade avec un diagnostic, je pars du principe que le diagnostic est faux. Alors, voilà une sarcoïdose, en verre dépoli avec des ganglions, hein, et on l'envoie parce qu'elle est à 30 mg de prédnisone et on n'arrive pas à baisser. C'est une autre. Oui, c'est une autre. Là, c'est une sarcoïdose, ce n'est pas le même scanner. Et donc, elle a des ganglions et ils sont à 30 mg, ils sont coincés. Non, ils sont à 30 mg, ils sont coincés, donc ils l'adressent et ils disent qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que vous feriez ? Elle a un lavage de sarcoïdose, au départ. Comment ? On passe au méthotrexate. Et c'est ça que je ne veux pas, parce qu'avant de traiter les malades, il faut leur parler. Donc vous avez trois questions à lui poser. Premièrement, est-ce que vous prenez vraiment les médicaments ? Deuxièmement, est-ce que vous avez un facteur environnemental ? Je viens de vous le montrer. Si la dame elle est exposée à un travaux, je ne sais pas, elle ponce du bois ou elle est devenue spécialiste en sculpture, là ça ne va pas aller. Vous n'allez pas pouvoir baisser. Est-ce que vous prenez un antiacide, pas un IPP, en même temps que le traitement ? Et peut-être que ce n'est pas une sarcoïdose. Parce qu'elle est bizarre, cette sarcoïdose en verre dépoli.
c'était une berlioz. Ah, donc vous voyez, plutôt que passer à la méthotrexate, il faut poser les questions. Alors on avance, de façon générale, j'espère que je ne vexe personne, la consanguinité peut nuire à la santé. Donc, cette jeune femme qui ne fume pas, qui est adressée, ça arrive dans nos pays un peu plus qu'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle. Dans ma famille, il y avait plein de consanguins. C'est étonnant, ils se marient entre eux. Après, c'est quand même des maladies récessives, ça finit par marcher. Alors donc, elle est essoufflée et elle a un contexte de PID familial. Je suivais son père pour une fibrose pulmonaire. Et qui plus est, son frère est pneumologue. Et il me l'adresse en me disant, je pense que ma sœur a la maladie de mon père. Elle crache, ce qui n'est quand même pas tout à fait habituel pour une fibrose. Elle est petite, elle est un peu en surpoids et elle a une grosse rate. Alors ça commençait mal pour la fibrose pulmonaire. Et puis, elle a une biologie sans particularité. Les OFR ne sont pas très perturbés. Et les parents sont cousins germains. Ce qu'il avait oublié de me dire, lui. Et on l'a su. Et voilà son scanner. Alors là, ça ne va pas du tout, ça, pour une fibrose pulmonaire. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous avez des hypothèses? J'ai mis au singulier, hein? Très bien, j'ai entendu ça quelque part. Où est-ce que j'ai entendu? Il y a un diagnostic de Niemann-Pick qui a été fait derrière. Donc c'est une maladie autosomique récessive, parce qu'ils sont cousins germains, qui donne du verre dépoli chez quelqu'un qui a des signes systémiques. Bon, elle a un lavage avec des cytoplasmes, des macrophages un peu spumeux, et donc c'est une Niemann-Pick de type B, parce qu'il n'y a que la B qui donne les atteintes pulmonaires. Vous voyez qu'on est parti de choses simples. C'est une maladie lysosomiale liée à un déficit en sphingomyélinase, peu importe. Mais ce n'est pas la maladie de son père. C'est une maladie génétique, puisque c'est autosomique récessive. Il n'y a pas 36 maladies génétiques autosomiques récessives qui donnent des pneumopathies interstitielles. 34 ans, pneumopathie fébrile bilatérale avec tout sèche qui traîne. Ça m'est arrivé, je me suis fait avoir. C'est le fibroscopiste qui a fait le diagnostic, c'est pas moi. En regardant le scanner. Donc elle a des condensations, vous allez les voir, elle n'a pas de syndrome inflammatoire, le PP est normal, le bilan Toima est négatif, rien d'extraordinaire. Et voici sa radio, et ça traîne, hein, ça traîne 3 mois. Hein. Une boupe? Une cope. Moi je suis assez étonné qu'on fasse des diagnostics aussi vite. C'est la curiosité. Voilà son scanner. Et voilà son scanner. Et donc je l'envoie en fibroscopie, et le copain fibroscopiste m'appelle en me disant bah, écoute, il faut que tu changes de lunettes, le diagnostic est évident. Ah, la graisse. Donc, alors, ça se passe là. C'est de la graisse. C'est la graisse. C'est la même densité que la graisse. C'est une pneumopathie lipidique. Et d'ailleurs, on l'a prouvé avec des macrophages spumeux et on a pensé à faire une coloration d'Oldredo qui colore les graisses exogènes. Mais si vous ne pensez pas à la demander, ils ne vous la feront pas. Ils vont jeter le lavage. Mais peu importe, sur le scanner, vous faites le diagnostic. Le scanner, donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il faut regarder les fenêtres médiastinales. Et là, nos collègues radiologues, là c'était un scanner à l'extérieur, quand même, ils vous écrivent qu'il y a un problème. Hein. Mais quand même, pas toujours. Ça dépend de leur expertise. Bon, je vais finir avec 2 cas qui vont, un dernier pour ce que c'est le message que je veux laisser, qui vont vous perturber parce que je vais parler de maladies complexes. Mon objectif, c'est de vous montrer que quand les maladies sont complexes, le raisonnement de base permet de faire le diagnostic. C'est des histoires récentes. C'est un monsieur de 22 ans qui est adressé pour des nodules pulmonaires découverts de façon fortuite, on va le voir sur un PET scanner, pour un lymphome de Hodgkin. Saint-Louis, hémato, Hodgkin. Donc on lui fait un diagnostic de Hodgkin en 2017. Il a la première ligne de chimiothérapie, je vous ai enlevé les sigles. Il a eu un peu de bléau, mais ça remonte. Tout s'arrête en septembre, très bonne réponse, septembre 2018. En 2020, il fait une rechute. Il fait une rechute d'un ganglion inguinal. Je vais vous montrer le PET scanner. Il reçoit une chimiothérapie intensive, une autogreffe. Peu importe. Il est en rémission complète sur le TEP de novembre 2020. Et puis, il décide de lui mettre du brintuximab,
alors quand on ne sait pas ce que c'est, on regarde dans le Vidal, c'est un anti-CD30, et du pimbrolizumab, que vous utilisez maintenant en pneumologie, comme de l'aspirine. Voilà, je plaisante. Hein. Et puis voilà. Il a 4 cures, ça s'arrête en avril. Donc je vous montre. Et donc ça, c'est le scanner avant le traitement par brintuximab et pimbrolizumab, qui est satisfaisant. Hein. Et puis ça, c'est son PET scanner au moment de la rechute ganglionnaire. Là, quand même, il n'y a pas de discussion. Là, il y a un problème. Hein. Et puis ça, c'est le PET scanner de contrôle en 2022 qui fait découvrir ces nodules. Bon, le malade est asymptomatique, puisque c'est une découverte systématique. Alors, il a une endoscopie. À l'examen, il n'y avait rien. À la biologie, il n'y avait rien. Donc, il a une endoscopie. Il a 63% de lymphocytes dans le lavage. Pas de pathogène, parce que c'est des malades très immunodéprimés. Alors, il avait certes du Bactrim, du valacyclovir, mais il faut quand même se méfier. Donc, il a eu tout. Le pimbro s'est arrêté en avril et le scanner est en mai. Le PET scanner est en mai et le lavage est juste après. Et puis, on lui fait un phénotypage hématologique, ce que je ne vous demande pas de faire ici, hein, parce qu'en hémato, comme on a des malades hémato, la question se pose de l'infiltration hématologique pulmonaire, donc on a des systèmes, peu importe. Et puis, de façon empirique, la personne qui le voit du service lui met un antibiotique en attendant de réfléchir. Parce qu'on ne sait jamais. Et puis, après, malgré les antibiotiques, là, il devient essoufflé. Avant, il était asymptomatique, et il a de la fièvre, il a de la toux. Et je vous rappelle qu'on n'a pas de pathogène au lavage. Hein, on a tout cherché. Et voilà le scanner. Ça ne s'arrange pas. Donc là, on est en juin. Et alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il a? Comment? Il a une pneumopathie organisée au pimbrolizumab. J'ai pas voulu dire. Non, mais c'est parce que c'était pas pour vous couper la parole. Non, c'est comme c'était pas ça à la fin, je me disais. Voilà. Là, c'est une pneumopathie au pimbro organisée. Donc, il a reçu des corticoïdes et du Bactrim. Ces malades, ils ne peuvent pas ne pas avoir du Bactrim. Hein. Les malades qui ont reçu comme ça 3 kilos de chimiothérapie d'autogreffe, ça s'améliore, mais dès qu'on baisse en août 2022, donc c'est récent, hein, eh bien, ça réapparaît. Et voilà le scanner. Je voulais vous montrer ces images-là qui sont un peu en halo inversé, vous voyez? Donc ça s'était amélioré, mais il y a encore des petites images comme ça. Donc on a augmenté les corticoïdes à 20 et la suite au prochain numéro. D'accord? Alors, oui. Les nodules, c'est du PET scanner, donc c'est des coupes épaisses. Donc c'est pas un scanner en coupe fine, et je pense qu'il y avait déjà... Il y avait un aspect en fait, déjà de nodules en verre dépoli avec un... Mais les nodules, sachez que les nodules... Le PET scanner, c'est un examen très intéressant, mais à qui on fait dire n'importe quoi. Hein. Vous faites un PET scanner à une pneumonie organisée, il flash. Vous faites un PET scanner à une sarcoïdose avec des ganglions, il flash. Donc c'était ça. Mais le PET scanner était fait dans le cadre du suivi de son lymphome. Et chez ces malades-là, les diagnostics sont... immunodépression, donc infection, 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 2 le cœur, 3 les médicaments, et après on discute le lymphome. Et donc cette dame de 70 ans, j'en ai bientôt fini, qui est fumeuse cette fois-ci, est adressée au centre de référence pour une pneumopathie kystique diffuse, mais qui a des condensations alvéolaires. Elle a fait un accident vasculaire cérébral transitoire, elle est hypertendue, elle a une dyslipidémie, elle a beaucoup voyagé dans les pays tropicaux, pas d'exposition environnementale. Elle a depuis 2 ans une dyspnée qui fluctue. Elle tousse, elle a des expectorations épaisses, elle n'a pas d'hémoptysie, elle n'a pas de fièvre, aucun signe extrathoracique, la saturation est parfaite, l'examen est normal, la biologie est normale. Voilà son scanner. Bon. Donc, des trous, quoi, des nodules et des trous. Un peu bizarre. N'est-ce pas hein? Ah oui, c'est bizarre. Hein. Le dernier voyage, il était où? Parce que vous avez dit le dernier voyage était en Afrique noire, je ne sais plus où. En l'occurrence,
Il y a un certain nombre d'atypies sur ce scanner pour une histiocytose, hein, mais c'est pas grave, on va y revenir. Est-ce qu'elle va faire une histiocytose à l'âge de 70 ans? D'abord, l'âge ne colle pas. Voilà. Et deuxièmement, elle a une atteinte basale, mais c'est pas Oui. grave. Et puis il y a des nodules, il y a des condensations qui vont pas du tout. Hein. Les fumeuses, toutes les histiocytoses fument. Donc le problème, il est là. Mais bon, peu importe. Alors, elle a une fibroscopie bronchique qui est macroscopiquement normale et elle a ce lavage. Et je vous dis qu'avec ce lavage, vous pouvez dire que ce n'est pas une histiocytose. Alors, qu'est-ce qui, dans ce lavage, dit que ça n'est pas une histiocytose? C'est ça. Il n'y a pas de lymphocytose dans la histiocytose. Le lavage, le tabac, ça fait baisser les lymphocytes, hein, plutôt. Donc avoir une lymphocytose chez quelqu'un de fumeur comme ça, c'est une vraie lymphocytose. Bon. Alors, en février 2021, voilà son PET scanner. Bon. Des trous, des trucs. On n'a pas eu, je pense, un bilan d'extension pour une pathologie parce qu'il peut s'agir de lésions kystiques métastatiques. C'est une bonne idée, mais elle a eu un PET scanner pour le bilan d'extension. Oui. Enfin, Elle a eu aussi. Elle a eu un scanner cérébral, une IRM cérébrale dont je vous parlerai après. Et donc, voilà ce que répond le nucléariste. Et là, j'ai pris comment dirais-je, mes infos. Je pense qu'il n'y a pas de nucléariste dans la salle. Je n'ai absolument pas mis ça pour un compte-rendu de radiologie. J'ai prévenu mon collègue radiologique que j'allais montrer ça. Innombrables nodules pulmonaires bilatéraux associés à des nodules pleins et des lésions excavées, faiblement à modérément hypermétaboliques, associés à un aspect, pour certains, de masse avec cavitation. Plusieurs adénopathies de taille infra ou péricémique, fortement hypermétaboliques. Donc déjà, les ganglions en histiocytose, ça ne colle pas bien. Hein. Ça ne va pas du tout. Hein. Sus et sous-diaphragmatique. Alors les ganglions dans l'histiocytose sus et sous-diaphragmatique, ça ne va pas du tout. Prédominant au niveau médiastino-hilaire. Et il conclut, histiocytose, point d'interrogation, autre. Donc faites attention aux conclusions qu'on vous vend. Et donc c'est une lymphangite carcinomateuse avec une diffusion endo-alvéolaire, avec des cloisons interalvéolaires, une composante lipidique. Donc tout ce qui est brille n'est pas une histiocytose. Et elle a eu le traitement et voilà ce que ça a donné après. Elle a rechuté récemment, on l'a revu à la RCP. Donc ce que je veux dire par là, c'est que d'emblée, vous avez fait la remarque, 70 ans, des gens doivent tiquer. Hein. Pour une histiocytose, c'est une maladie sujet jeune. Hein. Ensuite, les condensations, ça ne va pas. Les ganglions, ça ne va pas. La lymphocytose, ça ne va pas. Bref, c'est pas ça. Donc même si on vous dit c'est une histiocytose, vous dites vous racontez des bêtises. Là, c'est comment la gamme. Ça dépend. Où Il y a même, là, il faut ressortir par gamme. Après, je pense qu'on va discuter les gammes des lésions kystiques avec une paroi qui est épaisse et vulage. Et on a... Les parois épaisses peuvent être vues dans oui, l'histiocytose. Exactement. Moi, ce que j'essaie de vendre, c'est que le contexte clinique ne colle pas et le lavage ne colle pas. Enfin, c'est un puzzle. Alors, pour finir, parce qu'on ne va pas prendre de retard, cette dame a été suivie par un mélanome. C'est assez vieux comme histoire, je l'ai gardé. Elle vient, nous, on a notre staff clinique de discussion de dossiers difficiles le vendredi après-midi de 14h30 à 17h. Nous sommes au même étage que les dermatologues qui nous environnent. On est très copains avec eux. Et donc, souvent, les gens viennent le vendredi à 16h30 en disant c'est la panique. On est un peu limité en examen endoscopique, etc., le vendredi après-midi. Mais enfin bon. Donc, cette dame, vous voyez, c'est une vieille histoire, un mélanome, un ganglion sentinelle. Donc, pour qu'on lui mette du déticène, c'est que c'est vraiment une vieille histoire. Ensuite, on la met dans un protocole anti-MEC. Je vais juste vous montrer où sont les MEC, si je puis dire. Donc, ça, c'est la voie des MAP kinases. Il y a les antibiraf et les anti-MEC, peu importe, c'est le traitement de base aujourd'hui avec les checkpoint inhibitors du mélanome, ce n'est pas le sujet. Et donc elle a un anti-MEC parce que ça progresse, ça marche, les anti-MEC donnent de la toxicité cardiaque, elle fait un peu d'insuffisance cardiaque, on arrête puis on reprend à dose plus faible. Puis finalement, elle a une atteinte pulmonaire qui progresse des années après. On lui enlève une petite lésion du lobe supérieur droit qui confirme que c'est une métastase. On arrête les anti-MEC. À l'époque, c'est comme ça qu'on faisait. Aujourd'hui, on ne ferait pas comme ça. On commencerait par l'immunothérapie d'emblée. Et on lui met une immunothérapie par pain bon.
parce que ça progresse. Et alors nos collègues dermatologues arrivent le vendredi après-midi avec ça. Au secours, qu'est-ce que je fais? Lui, il est formé. Alors, c'est pas si facile. C'est assez simple. D'abord, c'est une détresse respiratoire aiguë. Ensuite, on a du verre dépoli, des épaississements septaux et on a de l'épanchement pleural. Donc, sans discuter, c'est le cœur. Et donc, c'est du Lasix qu'il faut faire. Et alors, bon, elle avait tout. Et voilà après, hein. Là, vous êtes le roi du pétrole, hein, parce que le malade arrive par les dermatologues ou par les collègues, il est en train d'étouffer, il a tout ça, vous lui faites du Lasix, il a ça après, il vous laisse tranquille. Donc, pour finir, vous voyez que c'est un puzzle, l'histoire. Il faut prendre son temps. C'est pour ça que je me permets de temps en temps de dire que je ne sais pas pourquoi on peut faire les diagnostics aussi vite. Il faut prendre son temps. Donc, il faut bien interroger les gens. Hein. Et quand, pour interroger les gens, il faut savoir ce qu'on cherche. Et il faut voir le mode de présentation, les temps immunologiques, l'examen physique. Alors, je suis toujours amusé parce que mes internes ne savent jamais où est la trochlée. Les ganglions épitrochléens sont là. Hein. Ils ne sont pas là, pour les plus jeunes. Ensuite, il faut vous transformer en examinateur complet. Donc, ça ne s'examine pas en soulevant un tout petit peu le t-shirt. Ensuite, la radio. Moi, j'aime bien la radio. Parce que je viens récupérer les radios d'avant. Alors, par exemple, vous avez sur une radio des micronodules dans les parties moyennes des champs pulmonaires et supérieurs. Vous récupérez la radio d'avant, il y avait des ganglions, c'est une sarcoïdose, point. Le scanner, avec tous les éléments qu'on a vus, la distribution, les atteintes extrapulmonaires au scanner. Les EFR, alors les EFR dans les pneumopathies infiltrantes, ça montre des trous ventilatoires restrictifs dans toutes les pneumopathies infiltrantes, mais quand elles sont très sévèrement altérées et qu'il y a une dissociation avec l'image, avec l'imagerie, cette dissociation, elle peut être dans les deux sens. Dans la sarcoïdose, on a ce qu'on appelle une dissociation radioclinique, c'est-à-dire qu'il y a plein de micronodules et l'EFR est normal et le malade se plaint de rien. Dans les pneumopathies d'hypersensibilité ou dans la lymphangite carcinomateuse, vous ne voyez rien à la radio, malgré vos lunettes, et le malade est très essoufflé et la DLCO est très basse. Et puis, les trous ventilatoires obstructifs peuvent se voir dans les pneumopathies infiltrantes diffuses et notamment dans les maladies qui sont péribronchiques, et notamment la sarcoïdose, la silicose, ou bien quand il y a une bronchiolite associée dans l'APR, des choses comme ça, ou dans le Sjogren. Les gaz du sang sont normalement normaux, si je puis dire, ou peu altérés à un stade précoce, sauf, comme vous l'avez vu, dans la pneumopathie d'hypersensibilité ou dans la lymphangite. La biologie usuelle est très importante. Les lymphocytes, il faut les regarder. Une lymphopénie, c'est très important. Tout le monde regarde les neutrophiles. Les lymphocytes, il faut regarder l'hémoglobine, il faut regarder les choses. Le bilan, ce que j'appelle le bilan usuel, comprend le ionogramme, le sang, l'urée, la créate, la calcémie, comprend le bilan hépatique et comprend l'électrophorèse des protéines. C'est indispensable. Pneumopathie kystique, électrophorèse des protéines, pic monoclonal, dépôt de chaîne légère. Voilà. L'auto-immunité, on l'a fait. La fibrobronchique, on en a parlé. Les biopsies d'une atteinte extrathoracique. Alors, quand vous avez une lésion cutanée chez un sarcoïdose qui ne se plaint pas de grand-chose, mais qui a des adénopathies médiastinales, on commence par biopsier la peau. On ne fait pas la fibro. Bon, alors ensuite, vous arrivez soit à un diagnostic certain, c'est facile, vous avez la preuve. Par exemple, biopsie bronchique positive, je ne sais pas, Oil-Redo, ce que vous voulez, la sérologie des PHS, ce que vous voulez. Diagnostic probable, il faut l'accepter. Diagnostic incertain, c'est là où c'est un problème. Et donc là, il ne faut pas faire n'importe quoi. J'ai mis la balance bénéfice-risque. Hein. Il faut que ça ne tue pas le malade et que ça ait un bénéfice pour lui. Hein. Et que ça intervienne sur sa prise en charge. Donc vous avez différentes possibilités. Aujourd'hui, on fait pratiquement plus, ça arrive encore rarement, hein, de faire des médiastinoscopies. Mais l'écho-endoscopie pour tout ce qui est ganglionnaire, sauf les lymphomes, c'est pas bon. Sauf si vous avez les nouvelles méthodes, là. Vous faites sinon une biopsie pulmonaire chirurgicale en règle par vidéothoracoscopie. Dans les centres qui le développent, la cryobiopsie, avec des discussions, est-ce que ça reflète parfaitement la pneumopathie infiltrante? Grossièrement, oui, il y a les pour et les contre, c'est très centre dépendant. Et alors ensuite, la question qui se pose, c'est la ponction sous scanner.
Alors la ponction sous scanner dans les pneumopathies infiltrantes, on la fait quand il y a des nodules ou quand il y a des condensations. On ne la fait pas quand il y a des réticulations et du rayon de miel, sinon ça ne va rien vous apporter et le malade ne se recollera pas et ça va se terminer très mal. Bon. Et n'oubliez pas le cœur. Voilà, alors donc voilà, vous êtes les bienvenus à Saint-Louis, tous les temps, aussi bien au printemps qu'en hiver. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, je vous laisse là. D'accord. S'il vous plaît, Monsieur Tazi, la signification de l'hypocratisme digital chez l'enfant, si vous avez une idée. Merci. Alors, je ne suis pas du tout pédiatre. L'hypocratisme digital, c'est l'enfant, c'est un domaine plus large. Hein. Bon, si c'est tout petit et qu'il y en a dans la famille, ça peut être familial. Après, ce n'est pas seulement un problème de pneumopathie infiltrante, c'est aussi des problèmes parfois de dilatation des bronches, parfois de cardiopathie cyanogène, parfois d'autres maladies. Mais là, franchement, moi, je ne vois pas d'enfant. Merci. Merci pour votre conférence. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que pour les pneumopathies post-Covid, est-ce qu'elles sont classées parmi les pneumopathies infiltratives ou bien parce que vous n'avez pas mentionné? Alors, je ne l'ai pas mentionné parce que les études sont encore en cours pour savoir s'il y a des pneumopathies fibrosantes, c'est ça dont vous voulez parler, post-Covid. Alors, il y a différentes choses. En post-Covid, il peut y avoir des pneumonies organisées, donc ça guérit assez bien avec les corticoïdes. Il peut y avoir des poussées après le Covid de votre pneumopathie infiltrante sous-jacente. Par exemple, le patient qui avait le Sjögren a fait, alors qu'il était guéri, qu'il n'avait plus de corticoïdes, a fait le Covid et il a été très mal. Puis ensuite, il a fait une poussée avec une montée des anticorps PL12 et une poussée fibrosante. Donc ça dépend s'il y a une pneumopathie infiltrante sous-jacente. Et puis, il y en a qui évoluent vers des formes fibrosantes, probablement peu nombreux. Et le professeur Crestani mène un recensement observationnel sur les pneumopathies fibrosantes post-Covid, traitées éventuellement par du nintédanib. Donc on n'a pas la réponse complète sur la prévalence. Merci Abdelatif pour cette présentation extrêmement didactique. Juste une question sur les indications du scanner en procubitus et en expiration. Est-ce que systématiquement, dans l'exploration d'une PID, tu recommandes de le faire ou dans quelle situation en particulier pour le procubitus et l'expiration? Alors pour le procubitus, c'est une très bonne remarque. Alors ça dépend de l'environnement. Le procubitus se fait essentiellement un intérêt dans les pneumopathies infiltrantes débutantes, où la question se pose entre des anomalies liées à la gravitation, si je puis dire, des anomalies d'éclive ou de véritables pathologies infiltrantes. Dans ces cas-là, il faut le faire. Alors tout dépend de l'environnement dans lequel tu es, parce que si tu es dans un environnement où les radiologues regardent assez précocement les images, ou un protocole instauré, tu as automatiquement le procubitus. Mais sinon, effectivement, c'est une bonne indication dans les formes débutantes. Quand les formes sont très fibreuses ou dans les sarcoïdoses, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Pour ce qui est des coupes en expiration, alors ça dépend de la pathologie qui est associée. C'est guidé aussi par la fonction respiratoire, les signes cliniques, est-ce qu'il y a un peu de signes bronchiques. Et il faut vraiment que le piégeage soit net et que l'expiration soit bien réalisée. Parce que quand on fait un scanner en expiration, à tout un chacun, on trouve un certain degré de piégeage. Donc, par exemple, nous, on avait fait un travail sur systématiquement un scanner en inspi-expiration avant greffe de moelle, parce que la greffe de moelle donne des bronchiolites oblitérantes avec des problèmes de piégeage aérique, et on a été surpris par le nombre de piégeages qu'on voit. Donc, il faut que ça soit vraiment très net et que ça soit une vraie expiration. C'est-à-dire que, dans mon expérience, je donne la parole à mon collègue radiologue,
il faut vraiment qu'il y a, par exemple, un piégeage qui fait 10 à 15% du poumon, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut observer chez des gens tout venant. Si tu veux commenter sur les deux, d'ailleurs. Merci, professeur Tazi, pour ce cours de perfectionnement. Là, j'ai deux petites questions. Pas de question, mais est-ce qu'on continue toujours à faire la recherche de précipitine dans les pneumopathies d'hypersensibilité, sachant qu'il y a des formes séronégatives, et dans ce cas-là, on se contente de l'interrogatoire en recherchant la notion d'exposition, l'aspect scanographique est typique et le lavage bronchiolo-alvéolaire. La deuxième question, l'intérêt du rapport CD4 sur CD8 en dehors de la pneumopathie d'hypersensibilité et de la sarcoïdose. Est-ce qu'on doit le demander dans les autres pneumopathies infiltratives diffuses? Merci. Alors, pour ce qui est des précipitines, il y a eu récemment une mise au point sur les pneumopathies d'hypersensibilité par la Société américaine thoracique qui montre effectivement que ça dépend beaucoup du type d'antigène et beaucoup de malades sont effectivement séronégatifs. Donc ça doit être guidé par l'interrogatoire, c'est compliqué. Dans les formes simples d'exposition subaiguë, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, il arrive qu'on ne fasse même pas de lavage broncho-alvéolaire parce que le patient rentre à l'hôpital et s'améliore à l'hôpital. Donc il retourne chez lui, il s'aggrave. Il revient à l'hôpital, ça va mieux. Donc, ça vous fait le diagnostic. Hein. Il n'y a pas beaucoup de maladies comme ça. Ensuite, tout dépend du laboratoire dont vous disposez. En France, on a un laboratoire spécialisé qui était monté par feu notre collègue Jean-Charles Dalphin, mais qui continue à fonctionner à Besançon, parce qu'à Besançon, c'est une région agricole et qu'ils ont développé beaucoup de sérologie autour des poumons de fermiers. Ça dépend. Moi, je crois que dans les formes chroniques, qui vous posent problème, dont le diagnostic est plus difficile, dont l'aspect scanographique, effectivement, peut être évocateur par une pneumopathie inclassable, infiltrante, avec une prédominance apicale, qui fait discuter différents diagnostics, eh bien là, ce qui est très important en premier, c'est de pousser le plus loin l'interrogatoire et éventuellement d'aller au domicile des patients. Parce que c'est étonnant, des fois. La dernière fois, on s'est fait avoir parce que on n'a rien trouvé, et puis en fait, il y avait un canapé-lit. On a ouvert, enfin la conseillère d'hygiène a ouvert le canapé-lit, et une fois qu'il était ouvert, il était bourré de moisissures. Hein. Mais fermé, il allait bien. Donc c'est vraiment l'interrogatoire. Merci M. Tazi pour cet excellent exposé. Si vous voulez, pour les pneumopathies fibrosantes idiopathiques, je pense qu'il n'y a plus de place à la corticothérapie. Dans votre expérience, quand est-ce que vous commencez les antifibrosants? Merci. Alors, je vais faire un petit distinguo pour la fibrose pulmonaire idiopathique. Il n'y a plus de place pour la corticothérapie. Les pneumopathies interstitielles fibrosantes comprennent la PINS, et dans la PINS, il y a une indication aux corticoïdes et aux immunosuppresseurs. Dans la fibrose pulmonaire idiopathique, aujourd'hui, on dit qu'il faut commencer, ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais on dit qu'il faut commencer le plus tôt possible par les traitements antifibrosants que vous connaissez, ils sont au nombre de 2, mais il n'y a pas de place pour la corticothérapie orale et par les immunosuppresseurs. Alors c'est une histoire intéressante, comme toujours en médecine. Ça a commencé par une très vieille étude par Ganesh Raghu, dont vous verrez dans les publications que c'est un des signataires les plus fréquents des traitements antifibrosants. Et il avait fait corticoïdes immunosuppresseurs versus corticoïdes seuls, ça il montrait que c'était mieux. Ensuite, il faut juste connaître un peu l'histoire. Il y a eu Iphigenia dans le New England, où on a fait corticoïdes immunosuppresseurs versus corticoïdes Immurel plus mucomiste, enfin, c'est-à-dire un traitement antioxydant. On a montré qu'avec le traitement antioxydant corticoïde et Immurel, ça faisait mieux, avec 3% de CV, hein, ou 4%. Et puis finalement, il y a les études qui ont montré qu'il y avait un surrisque sous les malades sous traitement corticoïde et immunosuppresseur. Et maintenant, on sait pourquoi ce surrisque est d'autant plus important qu'il y a des télomères courts. Donc il n'y a pas d'indication en dehors des exacerbations aux corticoïdes dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Et le plus tôt on commence, le mieux c'est pour le pronostic des patients, mais ça coûte cher. Merci, professeur Tazi, professeur Harraq de l'hôpital Cheikh Khalifa. J'ai deux questions, si vous le permettez. Première question concernant les PID indifférenciés. Quelle est votre expérience concernant ce sujet? Parfois, on a une PID avec un tableau radioclinique
qui est évocateur d'une entité, d'une maladie auto-immune, mais le bilan biologique, il ne suit pas. Et ça, c'est toujours, il nous pose un problème avec les internistes parce qu'ils croient beaucoup en examen biologique. Quelle est votre expérience concernant les PID qui sont indifférenciés? Et deuxième chose, quand est-ce qu'on peut évoquer les PID de chevauchement? Parfois, une PID secondaire à une PR, une sclérodermie, parfois il peut chevaucher vers une myosite ou un lupus. Quand est-ce qu'on va suspecter le chevauchement et demander un autre examen biologique qui l'oriente vers ça? Écoutez, moi, vous avez compris que j'étais un clinicien, et donc moi je parle de la clinique. Donc je crois que c'est pas là tout à fait ce dont vous parlez, ce sont les connectivités de chevauchement qui donnent des PID. C'est pas la PID qu'une PID de chevauchement. Donc c'est pas la même chose, parce qu'une PID de chevauchement, c'est une PINS plus une FP plus une PIC. C'est pas tout à fait ça. Donc pour ce que vous appelez, donc je pense que vous parlez des PID, des connectivités indifférenciées, des connectivités de chevauchement. C'est pas la PID qui est indifférenciée. Il y a des PID qui sont inclassables parce qu'on arrive trop tard ou parce qu'on n'arrive pas à les mettre dans une case. Les PID de connectivité indifférenciée, ça existe. Le poumon est une porte d'entrée qui peut précéder pendant des années les manifestations d'une connectivité. Donc c'est ce que il y a un groupe qui appelle ça les AFib ou APIF, donc Autoimmune Features Interstitial Pneumonia, c'est-à-dire qu'on a quelques éléments qui sont des signes cliniques, un peu d'œdème des mains, un rénal, éventuellement un facteur antinucléaire positif à 1600, mais qu'on n'a pas les critères d'une connectivité, ça existe. Ce qui compte là, c'est l'aspect nosologique de la PID. Est-ce que c'est un tableau plutôt de PIC ou est-ce que c'est un tableau de PINS, car le pronostic va dépendre de ça. Les connectivités de chevauchement, oui, ça existe. Je vous ai montré un cas qui est un tableau de Sjögren clinique typique, mais avec des anticorps anti-PL12. Oui, bien sûr. Mais c'est encore une fois, je pense que pour les internistes, c'est très important, comme pour nous, de mettre des cases, mais ce qui compte, c'est l'aspect nosologique scanographique. C'est de ça dont va dépendre le pronostic. Quand vous avez une myosite associée à une maladie autre, vous avez souvent de la condensation alvéolaire. Vous pouvez avoir aussi un peu de troubles de ventilation basaux ou basaux. Et donc ça, c'est un signe de NSIP PO organisé. Et donc c'est différent d'une NSIP de Sjögren pure. Donc je pense que l'œil du pneumologue, bon, je vais vous donner un exemple un peu provocateur. On a notre staff le vendredi, les internistes viennent présenter leurs images, ils montent la radio, on leur dit c'est une myosite, avant qu'ils parlent. Ils ne sont pas contents. C'est la radio que je vous ai montrée en bas à gauche, avec les troubles de ventilation. Des malades à une connectivité, il a ça, c'est une myosite. Donc c'est l'aspect, c'est en fait ce qui est... Il est vrai que dans les myosites, vous savez qu'il y a des formes aiguës gravissimes, hein. Mais on essaye de les classer au mieux au niveau nosologique, à la fois pneumologique et d'interniste, parce que on a quelques éléments sur les traitements, que ce soit par les antifibrosants, que ce soit par le Celcept, que ce soit par le tocilizumab dans la sclérodermie, mais on n'a pas ailleurs. Vous voyez ? Donc je pense que le pneumologue, d'abord le poumon peut être la porte d'entrée qui peut précéder, et ensuite c'est vraiment le pattern scanographique qui prédomine. Merci professeur Tesi. Donc je donne la parole bien sûr à mon ami Sim Stafa pour sa question et sa réflexion. Oui, merci pour cet exposé qui est vraiment extrêmement intéressant, surtout pour un radiologue, parce que c'est vraiment avec cette interaction clinique qu'on arrive à comprendre exactement ce qui est demandé par le clinicien en tant que radiologue. Et ça me permet de répondre à la question technique. C'est la configuration idéale, telle que je l'avais vue il y a très longtemps avec Catherine Begelman à la Pitié-Salpêtrière, c'était vraie vacation d'imagerie thoracique dans lequel elle est à la console et elle a élaboré le protocole d'examen tenant compte de l'indication clinique. Donc rien n'est systématique, mais elle était à la console, aux manettes, avec le manipulateur, en disant celui-là c'est que le décubitus, celui-là c'est les deux, celui-là c'est inspiration-expiration. Mais en pratique, malheureusement, on a perdu ça parce qu'on n'est pas souvent à la console, mais c'est comme ça qu'on devrait faire. Alors on peut imaginer dans une pathologie d'amiante, à titre d'exemple, en disant systématiquement on fait procubitus et décubitus pour voir vraiment la petite anomalie qui commence entre la graphitodépendance et l'interstition vraie.
Ça peut se discuter au cas par cas, mais en tout cas, ce n'est pas systématique. Et j'ai une question qui se pose en matière de pneumopathie infiltrante aujourd'hui, qui est celle de la surveillance. On va les surveiller aujourd'hui de manière subjective sur des imageries. Encore faut-il qu'elles soient faites de la même manière, à la même phase inspiratoire, etc., pour voir si ça a progressé, pas progressé, ça a diminué. Qu'est-ce que tu penses des logiciels aujourd'hui qui sont à disposition, sont nombreux, entre le semi-quantitatif jusqu'à l'automatique, pour vraiment apporter une information objective de l'évolution, de la progression ou non d'une pneumopathie infiltrative? Alors c'est une question complexe parce que ça dépend de la pneumopathie infiltrative. Je pense que ce dont tu discutes, la pneumopathie infiltrante, ça dépend, c'est ce que discutent les pneumopathies infiltrantes fibrosantes. C'est de ça dont tu parles essentiellement parce que tout le reste, on en fait notre affaire. La première question qui se pose, c'est quelle est la fréquence du scanner? Ça n'a jamais été étudié de façon formelle. On sait que la fonction respiratoire, on l'a fait à 3, 6 mois, puis ensuite 2. Mais le scanner, rien n'a été montré. Hein. Donc on fait aujourd'hui les scanners à 1 an. Après, pour ce qui est en dehors de phénomènes intercurrents, mais est-ce qu'il faut le faire vraiment à 1 an? Est-ce qu'il faut le faire à 3 ans? C'est pas sûr. Je pense qu'on fait trop de scanners dans la surveillance de ces malades. Ça, c'est mon point de vue. En tout cas, dans la sarcoïdose, c'est clair. Hein. Mais ce n'est pas le sujet. Alors, les logiciels quantification, s'ils sont bien faits, c'est vraiment une aide. Mais après, par exemple, je sais que c'est développé un peu à Cochin, bien que ce n'est pas un lieu de maladie infiltrante particulièrement développé, mais c'est une vraie aide. Moi, je n'arrive pas à les obtenir de façon régulière à Saint-Louis, alors que j'ai une radiologue thoracique. J'ai essayé, par exemple, tu vois, des problèmes dans des logiciels de densité pour les maladies kystiques, ça ne marche pas bien du tout. Je suis en train de faire du PRM au cas pour cas pour voir mes histiocytoses. Donc ça dépend de la maladie, mais il faut qu'il y ait un véritable projet derrière pour pouvoir le faire. Mais je suis tout à fait d'accord. Après, la question, c'est comment on fait de low dose, parce que c'est pas terrible quand même dans ces maladies-là. Et moi, pour moi, le principal point, c'est de ne pas en faire trop. La progression, elle est basée essentiellement sur la fonction respiratoire et la clinique. Mais il est vrai que, je ne sais pas, je dirais que si on a un environnement radiologique qui a ces logiciels et qui les maîtrise bien, c'est un atout. Merci, professeur Tesi, pour cette excellente présentation. Alors, par contrainte de temps, il y a monsieur le président qui nous dit qu'il faut qu'on s'arrête. Je suis désolée. On prend la dernière question. Il y a une dernière, je pense. Merci, professeur Tesi, pour votre exposé, votre partage généreux. En fait, j'ai une question par rapport à l'histiocytose. On sait bien qu'il y a une association entre histiocytose et quelques hémopathies, notamment les leucémies à tricoleucocytes. Je ne sais pas s'il y a un bilan systématique à demander dans le cadre de recherche étiologique en cas de histiocytose X. Merci beaucoup. Vous avez faim? Pardon? Est-ce que vous avez faim? Parce que là, j'en ai pour 1 heure. Bon, alors on va en parler après. Alors, histiocytose, ça dépend si c'est une histiocytose pulmonaire ou une histiocytose systémique. Plus que la leucémie à tricoleucocytes, c'est la leucémie myéloïde chronique, myélomonocytaire chronique. L'histiocytose s'accompagne d'un surrisque de tumeur, un surrisque de cancer pulmonaire, y compris de façon plus importante que ne voudrait le tabac. Dans les histiocytoses languéranciennes systémiques, on est amené parfois à faire 1 mg systématiquement. J'ai bien dit parfois. Dans les Erdheim-Chester, qui sont des histiocytoses non languéranciennes, dont les patients sont plus âgés, qui sont des maladies plus sévères, eh bien, on fait quasi souvent une recherche. La fréquence d'hémopathie associée est plus importante et on fait un NGS myéloïde. Vous voyez, c'est un monde un peu particulier. Je pense que dans une histiocytose languérancienne, pulmonaire, cliniquement isolée, il faut faire très peu d'examens, mais bien regarder la numération. Si vous avez une monocytose élevée, alors vous devez vous poser la question de la LMMC plus que la leucémie à tricoleucocytes. Merci, professeur Tesi, honorable assistance. Donc, on vous remercie pour votre assistance et on remercie énormément professeur Tesi. Je pense que tout se résume en pas un seul mot, si on veut résumer, c'est les concertations pluridisciplinaires. Ça, c'est très important.
avec les cliniciens, avec les internistes, avec les radiologues, avec les pneumologues, avec tous les gens qui s'intéressent, avec les anapathes, et bien sûr suivre les malades dans le temps et revenir sur des interprétations et des décisions qui ont été prises, comme vous avez bien montré à travers vos cas cliniques. Merci, professeur Tsezi.